Hello tout le monde, pour les personnes qui me suivent depuis le Covid, vous m'avez déjà vu avec cette coupe. Je l'avais notamment sur la vidéo sur le décubitus ventral. Ça ne va pas choquer les plus anciens, mais ce sera sans doute la coupe de cette fin d'année 2025. Voilà, on m'a déjà prévenu qu'il allait y avoir des faux raccords entre les vidéos avec des changements brutaux de capillaires, sachant que toute la saison 2 de Dopamine a été tournée avec les cheveux longs. Enfin... un peu plus long que ça en tout cas. Aujourd'hui on va tourner une vidéo que j'ai envie de faire depuis un bon moment, c'est-à-dire une foire à questions, une FAQ pour les Jones. Une FAQ centrée sur le SAMU et le SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 2 ans et demi que je tourne au SMUR, en alternant à peu près 60% au SMUR adulte et 40%, 30% au SMUR pédiatrique, où on fait surtout de la néonatologie. C'est vraiment notre spécialité. Et je reçois quasiment tous les jours des questions à propos de mon exercice au SMUR, et du coup, plutôt que d'y répondre au fur et à mesure, j'avais envie de toutes les regrouper, et c'est ce que j'ai fait, pour pouvoir y répondre à travers cette vidéo. Donc c'est parti pour la FAQ SAMU 2025. Et je sors mon petit téléphone pour me prendre la liste sous la main. Une question qui revient énormément et j'y ai répondu en réel, mais ça va être l'occasion de répondre de façon un peu plus détaillée, c'est de savoir qui intube au SMUR. Est-ce que c'est le médecin ? Ou est-ce que c'est moi? À préciser pour les personnes qui ne le savent pas, je suis infirmier anesthésiste. L'intubation fait donc partie des gestes techniques que j'ai le droit d'effectuer et que on effectue extrêmement souvent au bloc opératoire et même au cours de notre cursus. On est à largement plus de 100 laryngoscopies après 2 ans de bloc au cours de l'école d'IAD. Donc du coup, c'est dans notre champ de compétences, mais pour autant, est-ce que c'est nous qui intubons à chaque fois en première intention? Eh bien, ça va vraiment dépendre des situations. Dans notre SMUR, il y a que des infirmiers anesthésistes, donc on pourrait se dire que les médecins pourraient déléguer tout le temps ce geste-là. Sauf qu'en fait, ils ont aussi envie de s'entraîner et de continuer à maintenir le niveau de compétence sur ce geste. Donc ça va dépendre des médecins et aussi de la situation. Il y a des médecins qui vont vouloir s'exposer en première intention. Et ce qui va arriver régulièrement, c'est qu'on prenne la main si jamais il présente des difficultés en s'exposant avec la laryngoscopie. Dans ces cas-là, on prend la main et on réalise l'intubation. Ensuite, il y a des cas spécifiques où on sait que l'intubation va être compliquée parce qu'on a une toute petite fenêtre de tir pour l'intuber, notamment sur les détresses respiratoires. Et dans ces cas-là, certains médecins vont nous laisser intuber en première intention. Parce qu'il s'agit d'un geste technique, et comme tout geste technique, c'est la personne qui le pratique le plus, qui est tout simplement le plus expérimenté. C'est pour ça que les infirmiers dans leur globalité sont bien plus expérimentés que n'importe quelle autre profession, à part peut-être les manip radio, dans la pose de cathéter intraveineux, parce qu'on en fait énormément. Et là, c'est la même chose, surtout pour les personnes qui gardent une activité au bloc opératoire en parallèle, on intube beaucoup plus souvent. Et encore une fois, pas d'égo avec ça. On prend n'importe qui dans la rue, on le fait intuber 200 fois sur un mannequin, il sait mieux intuber que le médecin et moi réunis. Et après, il y a des cas aussi où on fait 1 fois sur 2, tout simplement. Quand on va sur les arrêts cardiaques, on décide avant l'intervention. Quand il y a des étudiants, et notamment des internes, des étudiants IAD, là, on essaie de les faire intuber tout de suite en première intention pour qu'ils s'entraînent. Mais dans tous les cas, le SMUR, et c'était sorti dans les recos SFMU et CRLF SPAR, toute intubation en dehors du bloc opératoire et en dehors de la réanimation est une intubation plus difficile. Donc il faut pas non plus jouer trop longtemps et on a tendance à rapidement passer la main. Et un titre, ça m'est déjà arrivé aussi de passer la main au médecin parce qu'encore une fois, ça reste un geste technique et les échecs existent. Question suivante. Ta plus grosse intervention et ton plus gros accident de la voie publique. Alors, des accidents de la voie publique, c'est pas le truc que je fais le plus souvent compte tenu de mon secteur. On a quelques autoroutes qui passent à côté, mais en général, c'est des autoroutes qui sont très embouteillées. Par contre, on a quelques petites départementales où la nuit, il y a des excès de vitesse. Le plus gros accident de la voie publique que j'ai fait, c'était une voiture légère, ce qu'on appelle une VL, qui a percuté un poids lourd en pleine face. Vraiment, c'était un face contre face à 90 km/h. Heureusement, c'était une voiture un peu renforcée, mais quand on est arrivé sur place, le monsieur qui était à l'intérieur, je précise que je change pas mal d'informations pour qu'on soit sûr de ne pas pouvoir faire le lien avec l'intervention en question. Et la personne, le monsieur, était incarcéré dans son véhicule. Incarcéré, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le sortir nous-mêmes et que les pompiers étaient déjà occupés à découper la voiture. Sauf que je vous ai précisé que c'était une voiture qui était bien renforcée, donc du coup, c'est bien, ça protège des accidents, mais c'est aussi beaucoup plus compliqué pour les pompiers de la découper. Et en fait, ça a été très compliqué parce qu'on savait que la personne, elle perdait du sang, on savait que petit à petit, sa pression artérielle diminuait, on avait juste réussi à lui mettre un brassard
attention et à la scoper. Mais en l'occurrence, j'ai même pas réussi à la perfuser parce que la personne elle était extrêmement agitée et surtout que du coup, en étant dans le véhicule, je gênais et je ralentissais la désincarcération. Le plus urgent, c'était de retirer la personne. Donc je voulais surtout pas ralentir les pompiers. Donc la désincarcération, elle a pris plus d'une demi-heure. Qu'est-ce qu'on fait pendant une demi-heure? Et ben on prépare tout notre matériel. Donc en fait, moi je savais déjà que si elle se dégradait au fur et à mesure, il allait falloir lui poser une intra-osseuse. Donc j'avais préparé mes 2 lignes d'intra-osseuse dans le camion et on s'était déjà dit qu'en fait on la sortait, on la mettait, on l'immobilisait, on lui mettait bref tout ce qui était pour préserver la colonne vertébrale et on la mettait tout de suite dans notre ambulance parce qu'encore une fois, pendant la désincarcération en pleine nuit, c'était pas pendant l'été, la personne se refroidit extrêmement vite. Et dans les polytraumatisés, un des 4 facteurs qui va tuer le plus rapidement, bah c'est l'hypothermie. L'hypothermie, ça accentue le saignement et ça accentue l'acidose, bref, c'est mortel. Et on voyait que la personne elle saignait, mais on ne savait pas d'où parce qu'encore une fois, elle avait le tableau de bord sur les jambes, donc on pouvait pas du tout savoir d'où ça saignait. Et donc on finit par réussir enfin à la sortir du véhicule. Les pompiers mettent des garrots parce qu'en fait on se rend compte que ça saigne beaucoup au niveau des jambes. Et en fait là on réfléchit pas, on la prend, on la met dans notre camion. Et en fait les pompiers nous suivent et continuent de mettre des garrots. On a dû mettre à peu près, je crois, 3 garrots de chaque côté parce que vraiment les jambes elles étaient en miettes. Et donc du coup pour les intra-osseuses on allait au niveau des épaules tout simplement. Et aussi, chose que j'ai pas précisé et qui est extrêmement rare en Île-de-France, c'est que vu qu'on savait que la désincarcération elle allait être longue, que la communication elle était vraiment top entre les pompiers et nous, et ben on a fait commander du sang qui est arrivé par escorte policière au moment où on sortait la victime. Donc le timing était vraiment bon. On a eu le temps de lui faire un peu de remplissage parce que la personne elle commençait à diminuer son niveau de conscience, donc elle tombait dans le coma en même temps en fait que sa fréquence cardiaque a diminué. Bref, clairement, elle allait faire l'arrêt cardiaque sur l'hémorragie. On a juste eu le temps de lui poser des intra-osseuses, de faire un remplissage rapide en attendant la transfusion et en fait on a pu la transfuser dans la foulée. On avait 2 kilos avec nous donc c'est clairement ça qui a permis de la sauver parce que le premier MOQ qu'on a fait, je crois qu'on était à 5 ou 6 d'hémoglobine, donc vraiment on était en choc hémorragique très avancé et les kilos globulaires ont permis de la sauver. Et en fait il y a eu une discussion, on n'a pas voulu l'intuber tout de suite parce qu'encore une fois on n'intube pas une victime qui est hypotendue, sinon pour le coup on la tue tout simplement. On a attendu qu'elle reprenne conscience, qu'elle reprenne une bonne tension, qu'elle se réagite parce qu'elle était agitée avant et de toute façon vu l'agitation et compte tenu du trauma crânien, on l'a intubé et on l'a transporté au Rélo. C'est une intervention qui nous a pris 2h30, qui a été à la fois très frustrante parce qu'on a dû beaucoup attendre sans rien faire, c'était horrible, mais voilà, ça a été une coordination qui a été exceptionnelle avec les pompiers qui ont vraiment super bien communiqué avec nous, qui sont restés avec nous dans le camion pendant le transport, qui ont vraiment géré les garrots pendant que nous on gérait plutôt le haut du corps, les modes dynamiques et la ventilation. Et après on a fait tout ce qui est antibiothérapie, tout ce qui est acide tranexamique pour éviter justement la majoration du saignement. Le médecin faisait la phase écho, vraiment on s'est super bien répartis. Et pour répondre à la question d'avant, typiquement là le médecin, c'était un jeune médecin, il m'a dit on n'est pas là pour jouer, un tube là, je vais pas m'exploser, un tube là. Et c'est ce qui s'est passé, comme ça tout a été rapide, on a pu décoller rapidement parce qu'encore une fois sur ce genre d'intervention, le but c'est de prendre le moins de temps sur place pour aller rapidement dans un bloc opératoire. Ce qui va sauver la personne, c'est le bloc opératoire et on a ce qu'on appelle la golden hour, donc là qu'on avait largement dépassé et du coup on savait qu'il fallait pas qu'on reste trop longtemps sur place. Voilà. Est-ce que vous êtes accompagné psychologiquement? Alors oui, on a ce qu'on appelle la CUMP dans les SAMU, c'est la cellule d'urgence médico-psychologique qui du coup intervient plutôt sur les événements majeurs, mais en fait il y a des psychologues qui sont détachés et on a effectivement contact avec des psychologues avec qui on peut tout simplement encore une fois débriefer. Le problème c'est qu'il y a des équipes fixes de nuit et fixes de jour, donc de nuit c'est toujours beaucoup plus compliqué de croiser la psychologue, il faut vraiment faire la démarche d'aller lui dire que ça ne va pas et du coup c'est un peu plus compliqué pour les équipes de nuit je trouve, mais on a cette solidarité entre nous d'un peu aller voir la psychologue et lui dire écoute, je sais qu'il y a eu cette intervention, je connais mon ou ma collègue, peut-être que potentiellement elle va pas venir te voir, mais ce serait bien que tu lui reparles de l'intervention. Quand j'étais en réanimation pédiatrique, la psychologue elle était au courant de tout le monde la mettait au courant, que ce soit les cadres, les médecins, de prise en charge potentiellement délicate, et c'est elle qui prenait l'initiative d'aller auprès des professionnels, juste leur demander ça va, je veux qu'on parle de la situation, ou même viens on parle de la situation, et des fois juste ça, ça suffit. Et sinon on débriefe toujours, on essaye, selon les médecins, etc., de débriefer les interventions un peu chaudes à chaud entre nous. Ça, c'est vraiment hyper important. Et du coup, pour répondre à la question, oui, on est suivi psychologiquement, mais peut-être pas de façon assez précise, tout simplement parce qu'on est une grosse équipe et qu'il n'y a pas 1000 psychologues sur place. Quelle est la différence entre le SMUR et le SAMU? Là aussi, une question qui revient très souvent. Le SMUR, comme je vous l'ai dit, c'est Service Mobile d'Urgence et de Réanimation. C'est les ambulances dans lesquelles il y a un médecin, un infirmier spécialisé ou non, et un ambulancier. Et le SAMU, c'est la régulation. Quand vous composez le 15, vous allez donc du coup tomber sur le SAMU, vous allez tomber sur un assistant de régulation médicale
médical, qui va prendre vos coordonnées, qui va vous poser les premières questions, qui va vous passer ensuite à un médecin régulateur qui lui va décider si il y a un moyen à envoyer ou si au contraire il faut que vous liez juste aux urgences ou même que vous restiez à domicile. Et ensuite il va soit envoyer une ambulance légère ou des pompiers, mais dans un deuxième temps, quand justement les pompiers ou les ambulanciers feront leur bilan, ils pourront envoyer une équipe médicalisée. Il y a certains motifs où il faut envoyer une équipe médicalisée, donc une équipe du SMUR, mais c'est pas du tout systématique et heureusement sinon on n'arrêterait pas. Donc voilà, le SAMU c'est le centre d'appel avec des médecins régulateurs et le SMUR c'est vraiment les équipes d'intervention dans les camions. Mais en fait, ce qui pose problème, c'est que sur les camions, il y a marqué SAMU, il y a rarement marqué SMUR, alors que c'est vraiment deux entités différentes qui sont même gérées administrativement de façon différente. C'est même pas les mêmes budgets. Dans le SAMU, il y en a un par département. On est dans le même local que le SAMU, mais les trois autres SMUR du département, ils ont pas de SAMU avec eux. Ils sont vraiment tout seuls, une ou deux équipes de SMUR par 24 heures et ils sont tout seuls dans leurs locaux. Nous, on monte d'un étage, on est à la régulation, mais c'est pas le même service. Ça, c'est faut vraiment distinguer les deux. Est-ce que tu prends souvent l'hélicoptère? Alors l'hélicoptère en Île-de-France, c'est moins utile dans certaines régions parce qu'on a des gros axes routiers et surtout qu'on a facilement des escortes policières pour nous aider à passer à travers les bouchons. On va dire que les rares fois où on prend l'hélicoptère, c'est quand justement il y a un gros accident de la voie publique et qu'il faut aller à l'autre bout de Paris, par exemple, ça peut être le cas. Ou alors, sinon, l'hélicoptère, les deux fois où je l'ai pris, c'était en pédiatrie. Parce qu'en pédiatrie, justement, on fait des longues distances. Déjà, il faut savoir qu'en pédiatrie, on couvre 2 départements et demi, parce qu'il y a que 3 en Île-de-France, il y a que 5 équipes pédiatriques pour toute l'Île-de-France. Donc on peut faire des transferts interhospitaliers qui sont vraiment très éloignés géographiquement. Ou dans certains cas, quand on sort de l'Île-de-France, quand on va à Amiens, à Troyes, à ce genre de choses, on peut être amené à prendre l'hélicoptère. Encore une fois, c'est pas la région où on prend le plus l'hélico. Ce sera beaucoup plus régulier dans des zones comme type la Bretagne, par exemple. La Bretagne, on utilise beaucoup l'hélicoptère parce qu'il y a des immenses distances à couvrir. Mon rêve, c'est de travailler au SMUR. J'espère que j'y arriverai un jour. Alors, ce message, je le reçois énormément en mode t'as trop de chance, c'est mon rêve, je suis à l'IPSI, je veux travailler au SMUR. Je reçois beaucoup ce message, j'y réponds peu parce que je savais que j'allais faire une FAQ et du coup c'est l'occasion d'y répondre ici. Je vous le cache pas, en toute transparence, moi aussi c'était mon rêve quand j'ai commencé l'IPSI, quand j'ai fait l'école d'IAD, etc. Mais attention au folklore du SMUR. On a tendance à mettre ça sur un piédestal, à mettre ça comme le service ultime, à mettre ça comme le service dans lequel on peut s'épanouir toute sa vie. C'est totalement faux. Le SMUR reste un service avec des avantages et des inconvénients. Le SMUR reste un service où, quand on est avec les médecins, c'est pas forcément là où on a le plus de liberté. Et notamment, en tant qu'infirmier anesthésiste, j'ai beaucoup plus de liberté au bloc opératoire que au SMUR. Après, ça dépend des médecins, mais il y a certains médecins, effectivement, où la plus-value d'être IAD, on la voit pas forcément. Il y a des désavantages, c'est quasiment obligé de faire des nuits au SMUR. Il y a un rythme qui est vraiment décousu. Il peut y avoir vraiment beaucoup d'interventions qui sont épuisantes dans la journée. Port de charges lourdes, montée d'escalier, donc il faut vraiment être en forme physiquement et ça on n'en parle pas assez. On voit les pompiers, etc., qui ont des entraînements et qui ont un niveau physique minimum à avoir pour faire du terrain. Et en SMUR, même si on fait moins d'efforts que les pompiers, on grimpe des escaliers, on est amené à les aider pour du brancardage, bref, il y a tout cet aspect physique qui est là. Et c'est aussi que, là je parle vraiment en SMUR, quand on est accompagné d'un médecin, c'est pas forcément là où on va avoir le gros effort intellectuel à fournir. Attention, moi j'essaie de raisonner en parallèle du médecin, d'essayer de voir ce que le patient il a, d'essayer de faire un diagnostic conjoint, etc., pour réfléchir, etc. Mais en SMUR, on peut vite, comme aux urgences, si on ne veut pas s'intéresser, on peut vite devenir passif et être juste le technicien. Et juste, devenir l'exécutant. Et ça, vraiment, encore une fois, pour tous les infirmiers qui me regardent, essayez d'éviter de devenir ce type d'infirmier-là. Notre profession, elle vaut bien plus que ça. Mais le SMUR, on a tendance à l'idéaliser parce que on est en tenue, parce que ça fait pimpant, et je vois beaucoup trop de personnes qui veulent faire du SMUR juste pour la tenue, et juste pour pouvoir se la péter, et juste pour pouvoir être dans les médias. C'est une très mauvaise raison, et vous ferez un mauvais professionnel au SMUR. Aujourd'hui, je peux le dire, on est en juillet 2025 au moment où je tourne cette vidéo, et le SMUR, moi, je commence à en avoir marre. Pas du SMUR en général, mais du SMUR dans lequel je suis. Moi qui pensais justement qu'en faisant du SMUR, je voudrais en faire toute ma carrière, j'ai pas forcément envie de garder une activité exclusivement SMUR après ce poste-là. Parce que je pense que la richesse de la médecine d'urgence, elle se trouve pas que dans le préhospitalier et pas que à Paris. Moi, mon avis, il est un peu biaisé parce que je suis dans un SMUR parisien qui a énormément de moyens.
Et il y a une autre question sur les UMH paramédicalisés. Nous, on n'en a pas. C'est-à-dire qu'on est que des IAD, mais on fait quasiment pas de TED2IH, donc de transfert interhospitalier infirmier. Il n'y a pas de ligne paramédicalisée comme les infirmiers sapeurs-pompiers. Bref, on a peu d'autonomie au final. Et ça, c'est quelque chose, au bout, là, ça va faire 3 ans. Je vais y rester minimum 4 ans. Je sais qu'au bout d'un moment, je vais avoir envie de changer, en plus du fait d'avoir envie de partir de Paris. Donc attention à ça, n'idéalisez pas trop ce service. Il y a des désavantages aussi. Ne basez pas toute votre carrière sur le fait de faire du SMUR. Voilà. Désolé si j'en laisse un certain avec ces petites réponses. Mais je me dois aussi de vous avertir en disant, ne construisez pas votre vie à travers ce rêve-là. Il y a des personnes qui vont se complaire comme ça toute leur vie, mais c'est rare que les personnes fassent du SMUR toute leur vie. Ou en tout cas, c'est rare que les personnes fassent du SMUR toute leur vie et soient épanouies. Est-ce que j'aurais pas jeté un petit froid? Qui pose l'intra-osseuse en SMUR dans quel cas? Faut savoir que moi, en tant qu'infirmier, je posais déjà des intra-osseuses parce qu'en pédiatrie, on a ce qu'on appelle la réanimation avancée néonate et pédiatrie, pardon. On est formé à poser l'intra-osseuse. Pour autant, ça fait pas partie de notre décret de compétences, de notre liste d'actes, mais voilà. Donc, en SMUR, spontanément, globalement, 99% des cas, ce sera moi ou les infirmiers anesthésistes qui vont le poser. Dans le cas du polytraumatisé dont je vous ai parlé tout au début, exceptionnellement, c'est le médecin qui l'avait fait parce que j'étais occupé sur autre chose et que lui, il avait envie de le faire et qu'il avait rien à faire à ce moment-là. Donc encore une fois, peu importe qui le fait, le but c'est de le faire rapidement. Les indications d'intra-osseuse en SMUR adulte, il y en a pas énormément parce que sur l'arrêt cardiaque on pose une voie en première intention parce que on arrive à poser des voies sur une personne en arrêt cardiaque chez l'adulte. Là, en l'occurrence, ça va être des cas spécifiques comme le polytraumatisé ou un choc hémorragique avancé où on sait que ça va prendre trop de temps et que là, la personne est en train de bradycarder. On va dire que vraiment, l'intra-osseuse, c'est la voie où en 15 secondes, on peut avoir une voie fiable dans laquelle on peut tout simplement transfuser ou même injecter des volumes importants de sérum salé isotonique ou de ringère lactate. Donc, ça va être vraiment la voie d'extrême urgence en adulte et on va rarement la poser en première intention. Ensuite, en pédiatrie, pour le coup, c'est systématique dès qu'on a un arrêt cardiaque. Il ne faut pas essayer de poser une voie veineuse périphérique chez un enfant en arrêt cardiaque, c'est intra-osseuse d'emblée. Pour les nourrissons de moins de 1 an, on n'oublie pas le fémur distal. Ensuite, c'est le tibia externe. Et après, quand ils sont plus grands, comme pour l'adulte, on peut aller au niveau de la tête humérale. Pour le coup, moi, vu que je viens de la pédiatrie, j'ai plus l'habitude de les poser sur les membres inférieurs, mais ça, encore une fois, ça dépend de chacun. Qu'est-ce que tu penses des IPA urgences? C'est une question qui revient aussi énormément. Je vous renvoie vers ma vidéo que j'avais fait sur la guerre stupide entre les IAD et les IPA. Moi, je suis complètement... je sais même pas pourquoi j'avais été pour. J'ai même pas à être pour ou contre. Je trouve ça génial que ça existe des IPA urgences. Vous vous rendez compte qu'avant, des infirmiers qui exerçaient pendant 10 ans aux urgences, leur seule possibilité d'évolution dans leur secteur, c'était de faire infirmier anesthésiste et donc de faire du bloc qui fait pas partie du tout de leur champ de compétences de base, et donc ils ont pas forcément du tout envie d'aller s'enfermer dans un bloc. Donc je trouve ça génial, à la fois pour fidéliser aux urgences, mais aussi tout simplement pour augmenter en compétences et augmenter le maillage du soin dans la chaîne de prise en charge d'un patient aux urgences, tout simplement. Parce qu'avec les compétences qu'ils ont en plus, etc., ils peuvent prendre des patients quasiment en autonomie, et ça permet de fluidifier tout simplement le flux aux urgences, et c'est hyper intéressant, et leur profession se développe de plus en plus. Je parle des IPA urgences, mais comme des autres IPA. Et vraiment, c'est génial. On n'a pas à être jaloux de ces profils-là. Au contraire, on doit collaborer ensemble. Et pour avoir plein de potes qui ont fait IPA urgence, je trouve qu'on collabore hyper bien. Parce que nous, on a ce côté anesthésie, eux, ils ont le côté urgence. Et en fait, quand on discute, on se rend compte que on est en synergie complète. Et que les IAD qui voudraient faire IPA urgence, tout simplement en voulant exercer aux urgences, parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'il faut avoir envie d'exercer aux urgences. Il y a des passerelles qui peuvent exister, etc. Moi, je suis très content que la mention urgence existe en pratique avancée. Comment faire pour travailler au SMUR? Du coup, ça rejoint un peu la thématique de 2 questions avant. Ça dépend, encore une fois, si vous vous spécialisez ou non. Si jamais vous ne vous spécialisez pas, ça va dépendre des endroits. Il faut au minimum 3 à 5 ans d'expérience. C'est le strict minimum pour pouvoir faire du SMUR à mon sens. La plupart du temps, il faut être passé par les urgences. Moi, si on me consultait pour me demander mon avis, pour être un bon infirmier au SMUR, il faut à la fois avoir fait des urgences, bien sûr, mais aussi de la réanimation. Parce qu'il y a des trucs du SMUR qu'on va apprendre que à travers le SOV, le déchocage, et on sait que ça n'arrive pas. Déjà, on n'est pas souvent posté au déchocage, et on peut avoir des déchocages qui sont très très calmes. Donc pour gérer la VNI, l'intubation, les catécholamines, etc., c'est bien mieux d'aller en réanimation, où c'est juste le quotidien des infirmiers de réanimation de gérer à la fois ces drogues et ces dispositifs-là. Donc je trouve ça hyper important d'avoir fait des urgences et de la réanimation pour être à l'aise en SMUR, et d'être passé par un service de pédiatrie, bien évidemment que c'est une plus-value, parce que même si on est dans un SMUR adulte, on peut être amené à prendre en charge des enfants et à poser des voies d'abord vasculaires chez des enfants. Donc c'est mieux d'avoir piqué des enfants au calme dans des urgences pédiatriques ou en service avant d'aller piquer dans la rue, parce que
il a été défenestré, par exemple, au hasard. Ouais, ça concerne beaucoup d'enfants, la défenestration. Et ce sera un SMUR adulte qui sera dessus, en tout cas en région périphérique, la grande majorité. Et sinon, après, vous pouvez vous spécialiser dans un infirmier anesthésiste, maintenant IPA urgence. Les IPA urgences qui ont plus fléché sur des camions où il y aura que l'IPA et un ambulancier, bien évidemment. Et les IAD ont plutôt tendance à être aiguillés sur des camions avec des médecins, même si je pense que c'est en train de changer dans pas mal d'endroits et qu'on est en train, heureusement, de développer ce qu'on appelle des UMHP, donc des UMH paramédicalisés, des ambulances paramédicalisées du SMUR, dans lesquelles on retrouve parfois des infirmiers anesthésistes. J'en profite aussi pour clarifier la légende. Non, actuellement, on ne retire plus d'infirmiers anesthésistes du SMUR. On a même tendance à en remettre dans pas mal d'endroits. Donc ne vous laissez pas dégoûter si votre rêve c'est de faire infirmier anesthésiste pour faire du bloc et du SMUR. Il y a encore beaucoup d'endroits où c'est possible. Il faut juste se renseigner, mais en Ile-de-France par exemple, la majorité des SMUR contiennent des infirmiers anesthésistes à l'intérieur. En tout cas sur Paris et la Petite Couronne. En Bretagne pareil, c'est quasiment que des IAD. Bref, il y a pas mal d'exemples comme ça, donc encore une fois, ne vous fiez pas au bruit de couloir et à vos formateurs à l'école d'IAD qui vont vous dire ah non, si tu fais IAD pour faire du SMUR, c'est mort. Ça existe encore. Même si effectivement, pour faire que de la médecine d'urgence, je pense que c'est mieux de faire infirmier en pratique avancée mention urgence aujourd'hui, si on n'est pas du tout intéressé par le bloc opératoire. Il fait 1000 degrés, je transpire, donc je vais faire une dernière question. Putain, je dois luire à la caméra, c'est terrible. Ton intervention la plus triste. Il y en a eu pas mal, des interventions tristes. On va dire que les plus tristes, je pense que c'est quand même en pédiatrie. Un étonnement, on fait pas mal en SMUR pédiatrique de mort inattendue du nourrisson, des enfants qui décèdent pendant leur sommeil, et parfois on arrive et ils sont déjà raides, donc on ne fait même pas de réanimation. Ça, j'avoue que c'est choquant pour tout le monde. Et je me rappelle, mais ça j'en avais parlé dans mon bouquin, qui est toujours dispo en vente, d'ailleurs, Urgence le bon geste au bon moment. J'en ai parlé justement, je transportais un enfant dans un drap blanc des pompiers, dans un escalier en colimaçon, à 3h du mat ou 4h du mat. Je me faisais la réflexion en me disant putain, mais je fais quand même un métier chelou quoi. Et quel autre métier où tu transportes un bébé mort dans tes bras à 4h du mat? Il n'y en a pas beaucoup, je pense. Mais bon, encore une fois, c'est pas pour autant que je veux être considéré, qu'on soit considéré comme des super-héros, mais juste me dire, on a quand même banalisé certaines choses, parce que sur le coup, vraiment, je l'ai pris, je me suis dit, ok, c'était pas la première mort inattendue du nourrisson que je faisais. C'est vraiment dans l'escalier où je me suis dit, putain, mais je considère que ce que je suis en train de faire est normal. Alors qu'en fait, non, c'est pas vraiment normal, quoi. Et on se rend compte on intègre beaucoup de choses, et en fait, je pense que cette situation m'a rendu très très triste de me rendre compte que j'avais pu pas banaliser, mais dire c'est ok et oublier à quel point c'est horrible cette situation-là. Et je pense que ça m'a mis une petite claque, alors que, encore une fois, des mines, j'en ai fait plein d'autres, et pour autant, ça m'a pas mis par terre, mais celle-là, elle m'avait particulièrement marqué. Et après, les situations les plus tristes, malheureusement, je ne peux pas en parler, parce que, il y a beaucoup de faits divers, de violences, sur les enfants, notamment. Ça, pour le coup, je veux pas prendre de risque que ce soit potentiellement reliable, un fait divers qui est paru dans les journaux, parce que, bien évidemment, les journalistes publient absolument tout et déforment énormément de choses, mais malgré tout, on peut facilement faire les liens avec l'article en question, donc j'ai pas envie. Donc voilà, désolé, je réponds qu'à moitié à la question. On arrive à la fin de cette FAQ SAMU, j'en referai une deuxième si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, comme ça permettra d'alimenter la prochaine. Et je vous dis à la prochaine, salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear at all.